Merci beaucoup, Noureddine. Merci, Ange. Rachid Zantar, professeur à IMT Lille Douai, membre du laboratoire Génie civil et géo-environnement des Hauts-de-France. Et je travaille sur la valorisation des déchets dans les matériaux de construction. C'est un honneur d'introduire notre collègue Valérie Laforest, qui va vous parler aujourd'hui sur les ressources alternatives dans l'économie circulaire. Valérie Laforest est directrice de recherche à Mines Saint-Étienne. Donc, elle assure la responsabilité du département génie de l'environnement et des organisations au sein de l'Institut Fayol, Mines Saint-Étienne. Elle est membre de l'UMR Environnement Ville Société. Elle est aussi membre du GIS IDEMS et du réseau EcoSD. Ses activités de recherche concernent le développement d'outils et de méthodes d'évaluation environnementale des systèmes industriels. Voilà. Valérie, je te laisse la parole. Donc, normalement, c'est 25 minutes et il y aura 5 minutes de questions à la fin. Merci à toi. Merci Rachid. Donc, je vais partager donc, ma présentation. Voilà. Voilà. Parfait. Okay. Merci. Donc, merci. Donc, ma présentation, elle fera écho à un petit peu tout ce qui a été déjà dit ce matin. Cependant, j'ai le plaisir quand même de vous présenter un panorama des actions de l'IMT dans ce domaine des ressources alternatives et de l'économie circulaire, et notamment sur l'action structurante qui nous fédère au sein de cette thématique énergie renouvelable et ressources. Alors, ma présentation est divisée en 3 temps. Une première partie sur les enjeux et le positionnement, sur les ressources et économie circulaire, pour aussi vous donner une vision un petit peu de ce que l'on entend par économie circulaire, qui seront illustrées par la suite par un panorama d'action au cœur de l'IMT. Et je terminerai donc par l'action structurante qui devrait démarrer sous peu. Alors, je ne pourrais pas être exhaustive sur l'ensemble des actions au sein de l'IMT. Vous aurez les autres sessions et les vidéos qui viendront compléter mon propos, voire le développer. Donc, je vais démarrer par les enjeux et le positionnement. Alors, comme nous l'avons bien vu dans la présentation de M. Bazuyo, il y a une forte pression aujourd'hui sur les ressources primaires. Et cette forte ressource sur les ressources primaires, comme on le voit sur ce schéma, quel que soit finalement le type de ressources, non métallique, la biomasse, voire la biomasse, eh bien, il y a une augmentation constante de l'extraction de ces ressources à l'échelle mondiale qui démontre bien finalement des enjeux forts sur cette ressource qui n'est pas près de se terminer, comme on l'a vu, et dont les prédictions pour 2014-2040 démontrent que ces enjeux sont quand même pérennes et vont être démultipliés. Si on regarde plus précisément l'évolution finalement de ces enjeux sur la ressource et sur les réserves, on remarque via le schéma de criticité potentielle des ressources minérales que vous observez ici qu'il y a une évolution une évolution finalement négative, on va dire, de cette ressource, une réduction de cette ressource en allant vers un risque croissant sur la disponibilité à moyen terme des différentes ressources qui sont présentées ici, et un risque croissant aussi sur la rupture d'approvisionnement de ces divers matériaux.
Alors, on vient de voir les enjeux relativement rapidement hein, sur la ressource, mais donc qui est l'amont finalement de l'activité de production aujourd'hui. Mais il y a aussi un fort enjeu sur la production des déchets, et cet enjeu-là, elle se situe au niveau mondial. Si on regarde le schéma que je vous présente ici, qui ressort du World Bank Group, on remarque qu'il y a une évolution prévue de l'augmentation des déchets dans les différentes parties du monde, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, voire peut-être plus encore, encore dans ces derniers pays. Donc, si on va voir un petit peu plus sur la France, puisque c'est notre pays, en France, vous pouvez voir sur ce schéma la quantité finalement de production de déchets en millions de tonnes entre 2014 et 2016. Donc, elle a augmenté un petit peu, mais la part finalement, la part des déchets reste relativement constante au regard de la quantité totale. Et cette part des déchets, elle représente quand même 4 900 kilos par an et par habitant. Donc ça, c'était un chiffre 2016, mais elle continue quand même à progresser, et elle se divise en trois catégories. Donc, comme on le voit, les déchets des ménages, qui est environ à 580 kilos, les déchets des entreprises, qui proviennent aussi bien des industries et des commerces, qui est de l'ordre de 900 kilos, et les déchets de la construction, qu'ils soient inertes ou inertes, qui étaient d'environ 2400 kg par an. Donc, ces déchets montrent qu'il y a un potentiel quand même relativement important de ressources disponibles. Mais cependant, aujourd'hui, la stratégie qui est la plus adoptée, communément adoptée, mais qui commence quand même à évoluer, c'est une stratégie que l'on appelle linéaire, donc qui va aller extraire de la ressource dans le milieu naturel pour pouvoir alimenter le marché économique. Et à l'issue finalement de l'utilisation et de la consommation de ce produit, on va avoir donc des déchets qui vont retourner dans le système naturel. Alors, ces différents éléments amont et aval d'extraction et de la ressource et des déchets qui peuvent aller en enfouissement ou en incinération, eh bien, entraînent les problématiques que l'on vient de voir sur la réduction de la disponibilité des matières premières et sur l'augmentation de la production des déchets. Alors, tout cela a mené à des prises de conscience, mais cela, on les connaît depuis déjà un certain nombre d'années, à l'évolution finalement des stratégies industrielles, à aussi la mise en place, comme on l'a vu, de différentes structurations et cadres européens. Mais en France, on a eu donc en août 2015 la sortie de la loi sur la transition énergétique et sur la croissance verte, qui notamment positionne plusieurs stratégies, une stratégie de prévention de la production des déchets notamment ménagers sur la période 2010-2020, un encouragement à la valorisation de matières à échéance 2020-2025 et une réduction de l'élimination finale des déchets avec une échéance de 2025. Sur les principaux constats de la crise écologique, ce que l'on peut dire, c'est que le système économique se réalise aujourd'hui dans un monde dans lequel les ressources sont présentes en quantité limitée et avec une capacité de régénération spécifique de ces différentes ressources. La biosphère, elle est affectée par la croissance de l'empreinte environnementale de nos économies, que ce soit sur les déchets ou sur les gaz à effet de serre, dont on vient de parler dans les présentations précédentes. Et tout cela a mis en évidence la déconnexion que l'on peut avoir entre le système économique et la biosphère.
Donc, il est important de retourner finalement à cette connexion et de passer d'une économie de flux à une économie de stock. Et c'est de là qu'émerge finalement ce concept d'économie circulaire dont on peut donner ici la définition de l'ADEME, qui est reprise aussi par l'Institut de l'économie circulaire, qui dit que l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que ce soit des biens ou des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Alors, cette définition est accompagnée d'un schéma d'illustration qui permet de rendre un petit peu plus opérationnel finalement ce concept et cette définition. Et cette opérationnalisation, elle se structure autour de 3 grands domaines que sont l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Ces 3 domaines sont développés en 7 piliers que je ne vais pas développer aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objet de ma présentation. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est le positionnement de l'IMT au regard de ces différents piliers. Donc, nous nous situons où au sein des écoles de l'IMT, nous nous situons essentiellement sur des actions de recyclage, donc sur le domaine gestion des déchets et sur le domaine offre des acteurs économiques, notamment par des actions d'éco-conception, d'écologie industrielle et territoriale ou d'économie de la fonctionnalité. Cependant, on a quelques petites actions que l'on peut observer dans certaines écoles de l'IMT sur la consommation responsable ou l'allongement de la durée d'usage. Alors, ça paraît simple, mais finalement, la mise en œuvre de cette économie circulaire, elle n'est pas forcément évidente à appréhender pour l'ensemble de la société, économique, parce qu'elle peut s'opérer à différents niveaux, elle peut s'opérer à différents niveaux du cycle de vie et sur différentes actions. De ce fait, eh bien, il y a un besoin d'aide de cette communauté pour mettre en musique, pour identifier les différentes stratégies potentielles, les différentes techniques disponibles et pour améliorer finalement la performance des processus industriels en réduisant les pressions que l'on peut avoir sur la ressource et en réduisant les déchets qui vont être disposés dans l'environnement. Donc, je vais passer maintenant au panorama d'action que l'on offre au sein de l'IMT, sachant que je vous rappelle, je ne vais pas présenter l'ensemble de ce qui se passe, mais quelques exemples qui auraient été pris parmi l'ensemble des exemples qui m'ont été fournis par les différentes écoles du groupe. Donc, les forces de premier plan de l'IMT qui sont au sein de la thématique prioritaire énergie renouvelable et ressources se positionnent notamment à l'IMT l'île d'Ouai, à Mines Saint-Étienne, à l'IMT Mines Alès, à l'IMT Mines Albic-Carmaux et IMT Atlantique. Ce qui ne veut pas dire que les autres écoles de l'IMT ne contribuent pas, mais cela veut dire que ce sont en gros les forces de premier plan. Alors, je vais commencer par l'IMT Mines d'Ouai avec un premier exemple qui s'intéresse à la valorisation des ressources, des sous-produits et des déchets. C'est un axe de recherche qui est à l'interface entre le génie civil et l'environnement, à travers notamment l'étude du comportement de matériaux innovants qui contient des sous-produits, des coproduits industriels ou des déchets. Et puis qui aussi s'inscrit dans la durabilité et la prise en compte de l'impact environnemental.
Donc, cette démarche s'inscrit complètement dans le pilier valorisation et recyclage présenté dans le document, dans le schéma de l'ADEME. Et d'un point de vue spécifique, il s'intéresse à l'étude des conséquences rhéologiques et mécaniques en termes de durabilité, d'usage et de transfert. Les applications sont notamment des applications aux agro-ressources et aux déchets dans le génie civil, par des approches multidisciplinaires qui mènent à la fois des compétences en biologie, en génie des matériaux et en géochimie. Donc, afin de définir finalement les caractéristiques optimales des différents constituants de ces matériaux hétérophasés, eh bien, peuvent être utilisés la puissance de la simulation numérique. Et pour cela, je peux notamment vous présenter un exemple en économie circulaire sur la modélisation des ballasts recyclés qui sera intégré dans un projet H2020, qui est intégré aujourd'hui dans un projet H2020. Excusez-moi, il me manque une partie de ma diapositive. Voilà, qui est intégré dans un projet H2020, le projet In2Stack, pardon, qui travaille sur l'étude des possibilités de réutilisation des ballasts usés en les réintégrant dans des nouvelles voies ou dans le renouvellement des voies. Tout cela basé sur de la modélisation numérique granulaire, des agrégats ou des granulats, des matériaux alternatifs à l'échelle des particules pour mieux prendre en compte explicitement l'hétérogénéité et la variabilité des gisements. Alors, la valorisation, excusez-moi, donc les différentes applications que l'on observe et qui ont été réalisées par Mindway se positionnent par exemple sur la valorisation des sédiments marins et des sédiments de curage. Comme je viens de vous en parler sur le recyclage dans les routes, dans les voies, mais cela peut aller aussi sur la valorisation des plastiques dans les carrelages, comme vous l'a présenté Noureddine Abriac tout à l'heure. Alors, la valorisation des déchets ou des matériaux alternatifs, elle est assez complexe car elle doit tenir compte des contraintes réglementaires, des contraintes économiques, d'acceptabilité environnementale et de faisabilité technique. La formulation d'un matériau standard va passer par un certain nombre de phases connues qui sont la caractérisation, la formulation d'expérimentation, parfois par la modélisation et enfin par la validation. Dès qu'on parle de déchets, plusieurs autres axes viennent complexifier la démarche car on doit prendre en compte aussi la durabilité de ces nouveaux matériaux à base de déchets. On doit prendre en compte aussi leur traitement qui est souvent nécessaire, la vérification de leur innocuité environnementale et bien évidemment leur coût. Et c'est de ce contexte que l'IMT Lille-Douai a développé des outils d'optimisation et de la valorisation basés sur une double approche numérique et matériaux. Cette double approche se base notamment sur des modèles mathématiques avec fonction objectif. Et la fonction objectif des algorithmes qui sont développés répond à une question principale qui est quel est le coût minimal pour une valorisation optimale prenant en compte donc, les contraintes techniques et réglementaires. Les outils développés prennent également en compte donc, les coûts et les contraintes liées à l'écosystème environnant, tels que les centres de traitement, les stockages ou le transport. Donc ainsi, l'IMT Lille-Douai développe des outils d'optimisation au service des gestionnaires de déchets qui proposeront eux, demain des solutions de valorisation viables, durables et économiques.
Autre exemple que je voulais vous apporter, c'est l'exemple porté par l'IMT Mines Albi Carmo. Donc, cette étude s'inscrit notamment dans le contexte du manifeste pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, qui a été publié par la Commission européenne en décembre 2012. Concernant les bouts de la valorisation des bouts d'aluminium en sortie de stations de traitement de l'eau potable, la voie de gestion conventionnelle de ces résidus est un processus industriel classique, prendre, fabriquer, éliminer, qui aboutit en général dans des décharges ou dans des incinérateurs. L'approche circulaire qui vous est présentée ici montre que la réutilisation possible des résidus de bouts d'aluminium des stations de traitement d'eau potable peut se faire par plusieurs voies, des voies fermées ou des voies régénératives. Donc, les travaux menés à Albi, notamment par Nathalie Lisco, ont montré donc, la possibilité de valoriser ces bouts d'aluminium dans la fabrication de briques d'argile, pour l'élimination de polluants tels que le glyphosate, mais aussi pour la purification des gaz tels que l'H2S, et pour aussi l'élimination des odeurs, mais aussi on peut les co-conditionner avec des bouts d'épuration. Donc finalement, l'industrie des résidus de stations de traitement d'eau potable pourrait atteindre une économie circulaire permettant de répondre aux problèmes sociaux et environnementaux. Au sein de Mines Saint-Étienne, nous axons nos activités en vue de mieux caractériser les territoires pour l'aide à la décision. Donc, j'ai noté trois grands ensembles de questionnements auxquels nous tentons de répondre aujourd'hui. Comment caractériser le potentiel d'un territoire à la mise en œuvre de stratégies d'économie circulaire, et notamment par le développement de la méthode Capter et de l'outil d'aide au développement d'actions locales innovantes pour une économie circulaire. Donc, c'est l'outil ADALI. Donc, que je vous présenterai juste après. Quels sont les meilleurs compromis entre les caractéristiques des territoires et les objectifs de valorisation des biodéchets? Et là, cela passe notamment par l'élaboration de modèles d'aide à la décision pour la conception de filières adaptées aux caractéristiques spatiales des territoires. Donc là, l'objectif est d'intégrer dans les indicateurs, d'intégrer les indicateurs environnementaux et économiques dans des outils de dynamique spatiale. Vous aurez une présentation réalisée par Audrey Tanguy le 6 avril 2021. Quels sont les impacts des systèmes au regard des limites planétaires? C'est le troisième questionnement que le SOM pose. Vous savez qu'aujourd'hui, la planète a une certaine limite en termes de capacité de charge et qu'elle n'est pas capable d'absorber l'ensemble de nos impacts environnementaux, l'ensemble de notre pollution. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'intégrer dans les outils d'analyse de cycle de vie des modèles de caractérisation de ces capacités de charge et de normalisation de ces impacts environnementaux par les capacités de charge de la planète. Donc, concernant l'exemple de la méthodologie que nous avons développée sur la caractérisation des territoires à la mise en œuvre de stratégies d'écologie industrielle et territoriale. Donc, cette méthode de caractérisation, elle est divisée en 3 phases. Une phase de caractérisation du potentiel du périmètre, donc de la zone géographique. L'idée, c'est de pouvoir identifier si la zone géographique sur laquelle il y a une stratégie qui veut être développée possède tous les éléments de réussite permettant d'envisager des stratégies pérennes. Dans une deuxième étape, on fait un état des lieux de la dynamique des entreprises qui ne passe pas seulement par une identification des flux, mais qui intègre aussi des dimensions plus spécifiques à l'entreprise, tels que des indicateurs économiques, des indicateurs sociaux et des indicateurs environnementaux.
Puis, on passe à une troisième phase qui permet, par le biais de groupes de travail mettant en scène les différents acteurs du territoire, les acteurs industriels, mais aussi les acteurs des collectivités ou d'autres types d'organisations sur le territoire, et qui vont travailler donc en table de négociation pour pouvoir définir des feuilles de route, des feuilles de planification territoriale avec un certain nombre d'actions et de stratégies à mettre en place. Donc, l'idée ici, dans ces démarches que l'on met en place, c'est de pouvoir aider les organisations d'un territoire, tout type d'organisation, entreprises industrielles, monde industriel, collectivités, etc., à identifier réellement ce qu'ils peuvent mettre en place et de façon collaborative. En synthèse, on obtient donc des profils territoriaux basés sur un certain nombre d'indicateurs que l'on évalue et que l'on analyse à l'aide d'outils d'analyse multicritères qui nous permet de décider quelle est la zone sur laquelle la stratégie serait finalement la plus pertinente. On définit ensuite un état des lieux de la dynamique des entreprises avec un certain nombre d'actions potentielles. Puis, on définit une feuille de route avec des actions prioritaires qui peuvent être réalisées. J'en passe maintenant à l'IMT Minales qui travaille notamment sur des questions de recherche très appliquées, dont on peut identifier deux questions de recherche prioritaires. La première, c'est comment évaluer la capacité d'un territoire à s'adapter aux changements globaux dans un objectif de résilience territoriale, et comment mettre en capacité les acteurs des territoires pour identifier les signes de la crise, s'adapter aux changements globaux et réinventer leur projet du territoire. L'idée, c'est de permettre donc au territoire d'absorber finalement des chocs, de mettre en place des stratégies, des actions et des projets pour les aider à donner de la valeur, à donner de la valeur aux différentes actions à réaliser et à développer des projets de territoire innovants pour lesquels il y aurait éventuellement des nouvelles configurations de frontières ou des contraintes géographiques à se réapproprier. Un petit focus sur des travaux réalisés notamment sur les territoires industrialo-portuaires. L'école des mines d'Alès travaille notamment sur différents enjeux de l'écologie industrielle et territoriale. Tout d'abord, l'écologie industrielle et territoriale comme un processus de construction territoriale avec comme questionnement de l'impact de la mise en œuvre de synergies sur l'aménagement du territoire. L'EIT comme stratégie métropolitaine avec l'économie circulaire comme un outil d'accompagnement pour la préfiguration d'une métropole industrialo-portuaire et l'écologie industrielle et territoriale et résilience avec une analyse des trajectoires industrialo-portuaires par la complexité. Et puis, l'EIT et création de chaînes de valeur par notamment le cas des déchets du BTP et des déchets des navires. Donc, j'en arrive à mon dernier point. Qui va présenter l'action structurante que nous allons démarrer sous peu sur les stratégies d'économie circulaire et leur implantation dans les territoires. Donc, j'ai fini, j'ai presque terminé. Oui, voilà, très bien, voilà. Ouais, j'ai presque terminé. Cette action structurante, elle a été basée sur un certain nombre de questions et de verrous que l'on a identifiés. Donc, 4 grandes questions. Quelles techniques mettre au point pour innover la circularité, dans la circularité des matières et des flux?
Comment anticiper le potentiel de circularité de flux sur un territoire dans un objectif de durabilité? Comment évaluer les impacts et les conséquences directes et indirectes de ces nouveaux modèles économiques? Et comment analyser les systèmes existants et en définir leur maturité en termes d'économie circulaire? Et tout cela soulève des verrous techniques, sociétaux, économiques et environnementaux. Donc, l'idée de cette action structurante, c'est vraiment de mettre en commun les forces de l'IMT, dont j'ai parlé juste avant, en écologie industrielle et territoriale, sur la gestion des flux et le métabolisme, des jeux d'acteurs et de la dynamique territoriale, les démarches d'évaluation environnementale, de la faisabilité technique et de l'innovation technologique, mais aussi en se basant sur les différentes méthodologies dont je vous ai parlé. Donc, tout cela pour créer un cadre méthodologique pour accompagner des stratégies d'économie circulaire relatifs à un déchet. Donc, avec trois grandes étapes. Une première, de comprendre comment les organisations, notamment, s'approprient ces démarches d'économie circulaire sous toutes ses facettes. Et pour aller, bien sûr, dans la réussite de l'identification et de la mise en œuvre de stratégies pérennes. Une deuxième étape sur le positionnement, finalement, de ce cadre méthodologique et des forces de l'IMT. Et puis, une identification des collaborateurs en vue d'actions partenariales sur du moyen et de long terme, et notamment dans le cadre de l'élaboration d'un projet européen que nous aimerions déposer en janvier 2022. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je voulais remercier les contributeurs à cette présentation des différentes écoles dont j'ai parlé